Elle était enceinte de 9 mois quand tout a basculé. La douleur est arrivée subitement, vive et tranchante. Elle se tenait dans l'allée, se tenant le ventre, le sang traversant son pantalon. Quelque chose n'allait pas. Elle a appelé Aaron, son mari, le suppliant de l'emmener à l'hôpital. Il est resté là, les bras croisés, l'air agacé. « Va faire ton cinéma ailleurs », a-t-il lancé. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Après tout ce qu'elle lui avait donné, après toutes ces années passées ensemble, il lui tournait le dos au pire moment de sa vie. Derrière lui, une femme se tenait près de la fenêtre, sa nouvelle petite amie. Elle ne disait pas un mot, se contentant de fixer la scène d'un regard glacial tandis que la femme enceinte pleurait et suppliait. Elle lui a demandé de l'aide, mais l'autre a détourné le regard, sans la moindre émotion. Il n'y avait personne d'autre à appeler. Son téléphone n'avait presque plus de batterie. Ses mains tremblaient. Tant bien que mal, elle est montée dans sa voiture et a conduit elle-même jusqu'à l'hôpital. Chaque bosse sur la route envoyait des ondes de choc à travers son corps. Elle se demandait si elle arriverait à temps. Elle se demandait si son bébé survivrait. Elle est arrivée aux urgences in extremis. Les infirmières se sont précipitées pour l'aider à entrer. Elles lui ont dit qu'elle avait eu de la chance. Peu de temps après, elle donnait naissance à un petit garçon en bonne santé. Elle l'a serré contre elle et a pleuré, non seulement de douleur, mais aussi de chagrin. Aaron n'est jamais venu. Aucun appel. Aucun message. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise seule sur son lit d'hôpital, tenant son nouveau-né, son téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais elle a décroché. Une voix masculine calme s'est présentée, c'était un avocat. Il lui a annoncé que sa grand-mère, qu'elle n'avait ni vue ni contactée depuis des années, était décédée. Elle est restée silencieuse, ne sachant comment réagir. Puis, il a dit quelque chose qui a tout changé. « Elle vous a tout légué », a-t-il dit. Son patrimoine est estimé à un peu plus de 10 millions de dollars. Elle s'est figée. 10 millions. Était-ce réel? Elle a baissé les yeux vers le bébé dans ses bras. Quelques heures plus tôt, elle n'avait rien. Pas même un endroit où aller. Aaron l'avait jetée dehors comme un vulgaire déchet. Mais maintenant, son monde venait de basculer. Il la croyait impuissante. Il la croyait seule. Il n'avait aucune idée de la réalité. Elle était sur le point de se relever, plus forte que jamais. Elle lui avait tout donné. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle était pleine d'espoir et d'amour. Il voulait être avocat, et elle croyait en lui. Elle cumulait 2 emplois, serveuse le jour et femme de ménage la nuit, juste pour le soutenir pendant ses études de droit. Elle avait mis ses propres rêves entre parenthèses pour qu'il puisse poursuivre les siens. Pendant que d'autres couples sortaient ou achetaient des maisons, elle grattait les fonds de tiroir pour payer le loyer et les courses afin qu'il n'ait aucun souci à se faire. Chaque nuit tardive, chaque facture impayée, chaque promesse brisée, elle se disait que c'était pour leur avenir. Lorsqu'il a finalement obtenu son diplôme, elle pensait que les choses s'amélioreraient. Au lieu de cela, il a changé. L'amour qu'il lui portait autrefois s'est évanoui. Il a commencé à rentrer tard. Il a cessé de lui parler. Quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il levait les yeux au ciel ou lui répondait sèchement. Elle mettait ça sur le compte du stress de son nouveau travail, des longues heures, de la pression. Mais au fond d'elle, elle le sentait. Il lui échappait. Puis, elle est tombée enceinte. Au début, il a fait semblant d'être heureux. Il lui a dit qu'il s'en sortirait. Mais dès que son ventre a commencé à s'arrondir, sa froideur s'est transformée en cruauté. Il a cessé de la toucher. Il sortait pendant des heures sans dire où il allait. Un soir, elle a trouvé des messages sur son téléphone, des textos envoyés à une autre femme. Lorsqu'elle l'a confronté, il n'a même pas nié. Il lui a dit qu'elle était folle, paranoïaque, qu'elle était trop émotive à cause de la grossesse. La violence psychologique a empiré. Il se moquait de son apparence, la traitait de paresseuse, agissait comme si elle était un fardeau. Elle pleurait la plupart des nuits jusqu'à s'endormir, chuchotant au bébé dans son ventre que les choses seraient différentes, qu'elle le protégerait. Puis vint le coup de grâce. Quelques semaines seulement avant le terme, il a déposé une ordonnance de restriction. Il a dit au tribunal qu'elle était instable, dangereuse, qu'elle criait et le menaçait. Rien de tout cela n'était vrai. Mais il savait ce qu'il faisait. Il voulait qu'elle quitte la maison. Il voulait tout contrôler. Elle s'est présentée au tribunal seule, humiliée,
les chevilles enflées et le cœur brisé. Il est venu avec un avocat. Il a souri avec mépris pendant qu'elle sanglotait. Au final, il a gardé la maison. Il lui a dit de partir. Pas d'argent. Pas de soutien. Pas d'excuses. Juste un silence glacial et des portes verrouillées. Maintenant, elle était assise dans cette chambre d'hôpital, seule à l'exception du bébé endormi dans ses bras. La lueur du moniteur bourdonnait à côté d'elle. Son corps lui faisait mal, mais son esprit tournait à toute vitesse. Elle a ouvert son téléphone et a relu le message de l'avocat. 10 millions de dollars, hérités juste à temps. Elle a regardé son fils et a murmuré, « Il nous a tout pris, mais il n'a aucune idée de ce qu'il attend. » En 2 jours à peine, son monde s'est inversé. De la femme jetée à la rue avec rien d'autre qu'un sac d'hôpital et son fils nouveau-né, elle est devenue une héritière avec 10 millions de dollars sur son compte en banque. La première chose qu'elle a faite a été de s'assurer un nouveau foyer, un penthouse de luxe surplombant la ville. Calme, privée et loin de tous ceux qui la connaissaient. Fini de dormir sur des chaises d'hôpital ou de mendier une place sur le canapé d'un ami. Elle avait un endroit sur maintenant, et son fils avait tout ce dont il avait besoin. Elle ne s'est pas précipitée. Chaque pas qu'elle faisait était calculé. Elle a engagé la meilleure équipe juridique de l'État, des experts spécialisés dans les divorces conflictuels, les actifs dissimulés et le droit des sociétés. Ces avocats ne se contentaient pas de traiter des dossiers. Ils détruisaient leurs adversaires. Elle leur a donné tous les détails qu'elle avait sur Aaron. Les tromperies, l'ordonnance de restriction, les mensonges, l'argent caché. Ils ont commencé à monter son dossier en silence. Aaron, pendant ce temps, n'en savait rien. Il pensait qu'elle était fauchée, qu'elle squattait chez des gens, mendiant probablement pour du lait maternisé et un loyer. Elle le connaissait bien. Il était assez arrogant pour penser qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui. Cela la fit sourire. Elle ne faisait pas que survivre. Elle planifiait. Elle a déménagé dans une ville voisine et s'est forgé une nouvelle identité. Pas un faux nom, mais une nouvelle façade professionnelle. Nouvelle adresse. Nouveau look. Mais elle a gardé son nom de famille. Cela aurait son importance plus tard. Elle a commencé à investir discrètement dans de petites entreprises technologiques et des startups. Le genre d'endroit où l'innovation était forte et l'attention faible. Elle ne publiait rien en ligne. Pas de photos. Pas de nouvelles. Juste un fantôme à la tête d'un empire grandissant. Les semaines ont passé, et elle est devenue experte dans l'art de la patience. La maternité lui donnait de la force. Ses avocats la tenaient informée. Ses conseillers financiers géraient son argent. Et puis, un jour, une proposition commerciale a atterri dans sa boîte de réception. Une start-up cherchait des financements. C'était un pitch propre. Bien conçu. Des rendements potentiels prometteurs. Elle a parcouru les documents, à moitié distraite, jusqu'à ce qu'elle voie le nom. Aaron. Son nom figurait dans la section de l'équipe. Il essayait de lever des fonds pour une idée technologique avec quelques partenaires. Il ne savait absolument pas à qui l'email était destiné. Il ne se doutait pas que la femme qu'il avait laissée en sang dans une allée avait maintenant le pouvoir de décider de son avenir. Elle a souri pour elle-même. La partie ne faisait que commencer. Elle a racheté l'entreprise sans ciller. La start-up technologique qu'Aaron présentait appartenait à une petite entreprise prometteuse. Et l'une des employées principales listées était Cassandra, sa nouvelle femme. La même femme qu'il avait regardée saigner dans l'allée sans rien faire. Maintenant, Cassandra travaillait dur pour gravir les échelons de l'entreprise. Elle ne se doutait pas que sa nouvelle patronne serait la femme même que son mari avait abandonnée. L'affaire fut conclue rapidement. Grâce à son héritage et à son équipe juridique affûtée, elle a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise, en toute discrétion. Elle s'est assurée que son nom n'éveille aucun soupçon. Les employés savaient seulement qu'un nouvel investisseur était arrivé. Personne n'a posé plus de questions. Elle a programmé sa première visite pour la semaine suivante, prête à endosser son nouveau rôle de partenaire silencieuse à PDG. Lorsqu'elle est arrivée au bureau, vêtue d'un élégant tailleur noir et de talons hauts, Cassandra ne l'a pas reconnue. Cela faisait presque 1 an. Ses cheveux étaient plus courts. Sa posture plus assurée. La femme épuisée en chaussons d'hôpital avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de puissant, posé et patient. Cassandra s'est approchée d'elle avec un grand sourire. Bienvenue.
vous devez être la nouvelle directrice, dit-elle joyeusement. Je suis Cassandra. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma belle, je suis là pour vous. Ma belle. Ce mot lui donnait envie de rire. Cassandra n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle. Elle a hoché la tête poliment et l'a remerciée, faisant semblant de ne pas la connaître. Au cours des jours suivants, elle a visité le bureau souvent, restant silencieuse et observatrice. Cassandra a été la première à essayer de se rapprocher, offrant café, compliments et potins de bureau. C'est une bosseuse, disait le personnel. Mais en privé, Cassandra aimait se plaindre. Mon mari est inutile, a-t-elle dit une fois, sans savoir qui écoutait. Il n'arrive pas à garder un boulot. C'est moi qui paie les factures. Parfois, je me demande pourquoi je l'ai épousé. Elle écoutait en silence, notant chaque mot. Cassandra se peignait maintenant en épouse en difficulté, prétendant qu'elle n'avait joué aucun rôle dans la destruction de la vie d'une autre femme. Mais c'était très bien ainsi. Elle n'était pas là pour des drames mesquins. Elle était là pour le long terme. Puis vint le jour de la réunion officielle du conseil d'administration. Elle est entrée dans la salle de conférence avec assurance, dossier en main, son équipe derrière elle. La salle est devenue silencieuse alors qu'elle prenait place en bout de table. Cassandra est entrée un instant plus tard, bavardant encore, sans avoir remarqué. Puis leurs regards se sont croisés. Cassandra s'est arrêtée au milieu de sa phrase. Son visage est devenu livide. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'en est sorti. « Bonjour », dit-elle calmement, en la fixant dans les yeux. « Commençons. » Cassandra est restée figée. Maintenant, elle savait. La chance d'Aaron avait finalement tourné. Après une série d'entreprises ratées et de ponts coupés, il avait été licencié de son cabinet d'avocat. Le bruit avait couru sur son comportement louche, ses délais non respectés, ses relations inappropriées au bureau, ses promesses brisées aux clients. Sa carrière autrefois brillante n'était plus que poussière et rumeurs. Plus personne ne voulait travailler avec lui. Sa réputation était ruinée. Au même moment, le poste de Cassandra à la start-up était devenu précaire. L'entreprise subissait une restructuration silencieuse et des bruits de licenciement commençaient à circuler. Cassandra essayait de paraître confiante, mais elle était visiblement stressée. Elle s'était habituée au train de vie onéreux, aux sacs de créateurs, aux journées au spa et au brunch chic. Mais maintenant, avec Aaron au chômage et sa propre position incertaine, la pression montait. Puis l'appel est arrivé. Son téléphone a vibré tard un après-midi. Le nom sur l'écran l'a fait s'arrêter. Aaron. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis près d'un an. Elle a décroché, calme et composée. Et, dit-il, la voix légère et décontractée, comme si de rien n'était. Je voulais juste prendre des nouvelles, voir comment va le bébé. Elle a souri doucement. Il va très bien, il grandit vite. C'est bien. J'ai pensé à vous deux, a-t-il dit. Je sais que ça s'est mal terminé. Elle l'a laissé parler. Ses mots étaient maladroits, forcés. Il essayait de paraître concerné, mais son ton le trahissait. Il ne s'agissait pas du bébé. Il s'agissait d'argent. Écoute, a-t-il dit après une longue pause. J'ai eu quelques mois difficiles. J'ai perdu mon boulot, les factures s'accumulent. Je déteste demander, mais y a-t-il une chance que tu puisses m'aider un peu? Juste le temps que je me remette sur pied? Voilà, on y était. Elle a joué son rôle à la perfection. Elle a fait semblant d'hésiter, voire d'être un peu nerveuse. Je ne sais pas, Aaron. J'ai des dépenses aussi. Juste un petit prêt, a-t-il insisté. Tu as toujours dit que tu m'aiderais si j'en avais besoin. Elle a failli rire. Le même homme qui l'avait jetée dehors alors qu'elle était en plein travail lui demandait maintenant de l'aide, comme si rien ne s'était passé. Mais elle n'a pas montré sa colère. Pas encore. D'accord, a-t-elle dit après une pause. Peut-être qu'on pourrait en parler en personne. Un café? Bien sûr, a-t-il dit rapidement, l'air soulagé. Ça a l'air super. Au même endroit qu'avant? Oui, a-t-elle répondu, la voix douce, comme au bon vieux temps. Après avoir raccroché, elle s'est adossée à sa chaise et a souri. Il pensait la manipuler. Il pensait qu'elle était encore faible. Mais cette fois, c'était elle qui tendait le piège. Elle est arrivée en avance, vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable et de talons de créateur qui claquaient à chaque pas.
Ses cheveux étaient coiffés, son maquillage doux mais parfait, et sa posture respirait la confiance. Elle est entrée dans le café comme si les lieux lui appartenaient. Et à bien des égards, c'était le cas. L'ancienne elle, fatiguée et brisée, n'existait plus. Cette femme était calme, puissante et en total contrôle. Aaron était déjà assis à une table près de la fenêtre, faisant défiler son téléphone. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. Quand il l'a enfin fait, ses yeux se sont écarquillés. Il s'est levé maladroitement, pris au dépourvu. « Waouh » a-t-il dit, essayant de sourire. « Tu as changé. » Elle a souri chaleureusement, comme si rien ne s'était passé entre eux. « Ça fait un bail. » Il s'est rassis, la fixant toujours. « Tu es superbe. » Sérieusement. La vie doit bien te traiter. Elle a hoché la tête. C'est le cas. Il a commencé à divaguer sur la difficulté de sa situation. La perte de son emploi, la difficulté de trouver du travail, le stress de Cassandra, le fait que rien n'allait. Il faisait en sorte que cela ressemble à un simple besoin d'aide temporaire pour se remettre en selle. Elle a hoché la tête poliment, feignant d'écouter, le laissant croire qu'elle s'en souciait encore. Tandis qu'il parlait, elle a lâché de petits indices, juste assez pour l'ébranler. « J'ai investi », a-t-elle dit nonchalamment. « Quelques startups, quelques propriétés. C'est assez chargé. » Il a cligné des yeux. « Attends, vraiment ? Depuis quand ? » « Oh, juste au cours de l'année passée », a-t-elle répondu avec un sourire. « J'ai eu de bons conseils de mes avocats. Ils sont incroyables. » Aaron a remué sur sa chaise. « Des avocats ? » Elle a bu une gorgée de son café, toujours souriante. « Ouais, le top du top. Il m'aide avec tout. » Il ne savait clairement pas quoi dire. La femme confiante en face de lui n'était pas celle dont il se souvenait. Elle était posée, prospère, intouchable. Finalement, elle a fouillé dans son sac à main et a sorti un chèque. Elle l'a fait glisser sur la table d'une légère poussée. Il l'a regardé avec avidité. Mais en le prenant et en lisant les chiffres, son expression a changé. Le chèque était fait pour un montant exact d'$1. Il a levé les yeux, confus. Elle a incliné la tête. « C'est ce que valait ton soutien », a-t-elle dit doucement. « Passe une bonne journée, Aaron. » Puis elle s'est levée, ses talons claquant à nouveau, et s'est éloignée, le laissant stupéfait, silencieux, ne tenant rien d'autre que le poids de ses choix. Le lendemain matin, Aaron a essayé d'encaisser le chèque. Il s'attendait à quelque chose. Peut-être pas des milliers, mais au moins quelques centaines. Au lieu de cela, le guichetier a froncé les sourcils et s'est éloigné avec le chèque. Quelques minutes plus tard, 2 hommes en costume sont sortis et lui ont calmement demandé de venir dans une salle privée. Son compte avait été signalé. Le chèque, bien qu'ayant l'air authentique, était sans provision, intentionnellement. Il était marqué comme suspect, déclenchant un gel de ses finances déjà en difficulté. Pendant ce temps, Cassandra passait elle aussi une mauvaise journée. On lui avait promis une promotion à la start-up. Elle l'avait déjà laissé entendre à ses amis et commandé de nouvelles cartes de visite. Mais lorsque l'annonce officielle est arrivée par email, son nom manquait. Confuse, elle a marché jusqu'au RH, exigeant des réponses. Personne ne lui en a donné de clair, juste que la décision avait changé et que quelqu'un d'autre dirigeait désormais la prochaine phase de croissance de l'entreprise. Puis la note de service est sortie. Un email à toute l'entreprise présentait la nouvelle PDG. C'était simple et audacieux, signé par le conseil d'administration et mis en copie à tout le personnel. Son nom était là, clair et fier. La femme qu'Aaron avait abandonnée. La même que Cassandra avait regardé lutter et dont elle s'était moquée dans son dos. Elle n'était plus seulement l'investisseuse silencieuse. Elle était celle aux commandes. L'événement de lancement était déjà programmé, destiné à célébrer une étape majeure du produit. La majeure partie de l'entreprise était présente. Les clients aussi. Aaron s'était incrusté avec Cassandra, espérant faire du réseautage. Il restait près d'elle, ne sachant pas s'il était encore le bienvenu quelque part. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Lorsque la musique s'est arrêtée et que les lumières se sont tamisées, l'animateur est monté au micro et a présenté la nouvelle PDG. Tout le monde a applaudi, curieux. Puis elle est montée sur scène, dans une robe vert foncé qui scintillait sous les lumières, ses talons claquant sur le sol. Elle se tenait droite.
Les applaudissements se sont tus un instant. Les gens l'ont reconnu. Certains chuchotaient. Le visage de Cassandra est devenu blanc. Aaron s'est complètement figé. Elle a souri, calme et gracieuse. Merci pour cet accueil chaleureux, a-t-elle dit au micro. Je suis honorée de diriger une entreprise avec autant de potentiel. Ses yeux se sont posés sur Aaron et Cassandra, juste un instant. Au nouveau départ, a-t-elle dit en levant une coupe de champagne. Mais pour elle, le vrai toast était à la vengeance. Et elle avait meilleur goût que n'importe quel champagne dans la salle. La chute d'Aaron était complète. Après l'humiliation publique lors de l'événement de lancement, il est devenu un fantôme dans sa propre vie. Le compte bancaire gelé, le chèque sans provision et les rumeurs en ville rendaient impossible la recherche d'un nouveau travail. Ses anciens clients ignoraient ses appels. Ses anciens collègues laissaient ses messages sans réponse. Il est passé du blâme de la malchance au blâme de Cassandra, puis a fini par rester assis en silence, amer et vaincu. Cassandra, cependant, n'est pas restée silencieuse longtemps. Elle a tempêté dans le bureau dans les jours suivant la révélation de la PDG, essayant de comprendre. Elle posait des questions auxquelles personne ne répondait. Pourquoi personne ne lui avait dit qui était vraiment la nouvelle PDG? Pourquoi personne ne l'avait prévenue? Le coup final est venu quand elle a vérifié elle-même les dossiers des investisseurs de l'entreprise. Elle a vu le nom qu'elle pensait avoir effacé de sa vie. Et à côté, une photographie. La même femme qu'elle avait regardée pleurer de douleur et conduire elle-même à l'hôpital. Maintenant vêtue de tailleur sur mesure et dirigeant les réunions du conseil, elle a fait irruption dans le bureau de la PDG sans frapper, la fureur dans les yeux. « Tu as planifié ça ?» a-t-elle sifflé. « Tu m'as piégé. » La PDG n'a pas scié. « Non » a-t-elle répondu calmement. « Tu t'es piégé toi-même. Je me suis juste assuré que tu le sentes passer. » Cassandra s'est effondrée à ce moment-là. Le masque de confiance s'est fissuré et la peur s'est engouffrée. Sa voix tremblait. « S'il te plaît, je ne savais pas que tu serais là. Je ne savais pas que c'est ce que tu deviendrais. » On lui a offert un choix qui avait plus le goût d'une punition que de la clémence. « Garde ton travail » a dit la PDG froidement. « Mais plus de bureaux d'angle. Plus de titres. Tu rendras compte à quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui se fiche de ce que tu ressens. » La voix de Cassandra est tombée dans un murmure. « S'il te plaît, ne me vire pas. J'ai besoin de ce travail. » Et j'avais besoin d'aide quand je saignais dans une allée, a-t-elle répondu. Mais tu m'as regardé souffrir. La semaine suivante, la rétrogradation de Cassandra a été officialisée. Son nouveau titre était assistante de liaison des opérations. Et sa nouvelle patronne était une femme vive et sans compassion qui dirigeait son équipe d'une main de fer. Les jours de longs déjeuners et de louanges douces pour Cassandra étaient terminés. Maintenant, elle classait des rapports, gérait les commandes de fourniture de bureau et prenait des notes dans des réunions qu'elle avait l'habitude de diriger. Aaron, laissé sans soutien, a commencé à dormir sur le canapé d'un ami. Cassandra ne rentrait plus avec le sourire. Ils se parlaient à peine. Le silence entre eux était plus épais que jamais. Et loin au-dessus d'eux, dans son bureau aux parois de verre, la PDG regardait la ville, non pas par méchanceté, mais en paix. Elle n'avait pas besoin de crier ou de punir. Elle avait juste besoin qu'ils se souviennent de qui ils avaient laissé derrière eux. La salle de bal brillait de lumière douce et d'une élégance raffinée alors que les invités arrivaient en robes longues et smokings impeccables. C'était le gala annuel pour l'autonomisation des femmes. Et cette année, il était organisé par son entreprise. Son nom était sur les bannières, les programmes et sur les lèvres de tout le monde dans la salle. Elle se tenait en coulisses, calme et posée. Ce n'était pas de la nervosité qu'elle ressentait. C'était de la puissance. Des années de douleur, de trahison et de reconstruction silencieuse l'avaient amenée ici. Ce moment n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de montrer au monde ce qu'une femme pouvait devenir après avoir été brisée. Lorsque son nom a été annoncé, les applaudissements ont été tonitruants. Elle est montée sur scène dans une robe argentée, la grâce dans chaque pas. Son discours était prêt, mais elle n'a pas regardé ses notes. Elle n'en avait pas besoin. Elle a commencé par une histoire, sans tous les détails, juste la vérité qui comptait. Il y a quelques années, j'ai été laissé dans une allée alors que j'étais en plein travail. Seul. Sans aide. Sans bienveillance. J'ai dû conduire moi-même jusqu'à l'hôpital.
Ce jour-là, j'ai cru avoir tout perdu. Mais il s'avère que je ne faisais que commencer. La salle est devenue silencieuse, suspendue à chaque mot. Elle a parlé de résilience, de reconstruction, du choix de la paix plutôt que de l'amertume. Sa voix était stable, son message clair. Elle n'a nommé personne. Elle n'avait pas à le faire. À des kilomètres de là, Aaron était assis sur le vieux canapé d'un ami, regardant le direct sur son téléphone. Il n'avait pas l'intention de cliquer dessus, mais la curiosité avait eu raison de lui. Tandis qu'elle parlait, son expression est passée de la surprise au regret. Il savait exactement de qui elle parlait. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Des extraits de son discours se sont répandus comme une traînée de poudre. Les commentaires affluaient. Des louanges. Des larmes. De l'admiration. Et puis sont venues les questions. Les gens se souvenaient. Des amis. D'anciens collègues. Même des membres de la famille ont commencé à discrètement le retirer de leur liste d'amis, à se désabonner, à couper les ponts avec lui. Personne ne voulait être associé à l'homme de son histoire. De retour au gala, elle a terminé son discours par une longue pause. Puis elle a regardé directement la caméra. Et je n'ai jamais regardé en arrière, a-t-elle dit. Sa voix était douce, mais assurée. Les applaudissements ont tonné à nouveau. Elle a souri, non par fierté, mais par paix. Parce que la meilleure vengeance était de vivre une vie magnifique, et de le laisser regarder chaque seconde de celle-ci. Aaron pensait avoir enfin touché le fond. Pas de travail. Pas de respect. Pas d'économie. Cassandra lui parlait à peine. Et les quelques amis qui lui restaient s'éloignaient lentement. Chaque jour se fondait dans le suivant. Calme. Froid. Et plein de regrets. Il croyait que le pire était derrière lui. Jusqu'à ce que la lettre arrive. Elle était épaisse. D'apparence officielle. Et tamponnée du nom d'un cabinet d'avocats qu'il reconnaissait vaguement. Il la déchirait, scannant rapidement les pages des yeux. Son cœur a lâché. Il était poursuivi pour les arriérés de pension alimentaire, la prestation compensatoire et les dommages émotionnels. Le montant était stupéfiant. Mais pire que l'argent, c'était ce que la lettre symbolisait. Elle n'en avait pas fini avec lui. Pas encore. L'histoire a frappé Internet en quelques jours. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un avait divulgué les documents judiciaires. Les gros titres apparaissaient partout. Une PDG millionnaire poursuit son ex pour l'avoir abandonné pendant l'accouchement. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation et de soutien. Pour elle. Les gens ont décortiqué chaque détail. De la formulation du procès aux vieilles photos d'Aaron ayant l'air suffisant et privilégié. Son nom est devenu un symbole d'échec et de lâcheté. Tandis qu'Aaron paniquait, ne sachant pas comment riposter, elle est restée silencieuse. Elle n'avait pas besoin d'argumenter. La vérité jouait déjà en sa faveur. Ses avocats, raffinés et puissants, géraient tout avec précision. Elle n'a même pas assisté à la première audience. Au lieu de cela, elle est restée chez elle dans son manoir paisible à la périphérie de la ville. L'endroit était calme, rempli d'une lumière chaude et de rires doux. Cet après-midi-là, elle a marché dans son couloir ensoleillé, serrant son bébé contre elle. L'enfant gloussait dans ses bras, inconscient du chemin parcouru depuis le jour où elle avait conduit seule jusqu'à l'hôpital, dans la douleur et la solitude. Elle est sortie sur le balcon, la lumière du soleil se déversant sur elle, et a regardé la ville. Elle a souri à son bébé et a embrassé le sommet de sa tête. Il pensait que c'était fini, a-t-elle chuchoté doucement. Mais nous ne faisons que commencer. Le vent a bougé doucement à travers les arbres, comme pour l'approuver. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle avait quelque chose de bien mieux. La liberté. La paix. Et l'avenir reposant en sécurité dans ses bras. Pensez-vous qu'Aaron a eu ce qu'il méritait? Ou aurait-elle dû simplement tourner la page et laisser le karma faire son œuvre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et si vous voulez plus d'histoires de trahison, de vengeance et de retour en force, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une nouvelle.